Bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Scherrer, moi j'interviens, je suis enseignant et j'interviens auprès de groupes d'agriculteurs uniquement. J'interviens sur toute la France et toute l'Espagne. J'interviens à l'université de Barcelone et de Madrid en master d'agriculture écologique et auprès des producteurs, tout type de production confondue, pour des chambres d'agriculture, des GAB, des CIVAM, des syndicats des eaux et des centres de gestion, avec les problématiques techniques que les agriculteurs vont rencontrer. Avec l'idée de maintenir et de développer la pérennité de la fertilité de leur sol sur du long terme. Donc la problématique des pesticides en fait partie. La notion de pollution par les pesticides sur l'eau, sur l'air, sur la santé se développe et moins connu l'impact de ces pesticides sur ce dont tu parlais, la vie du sol. Donc je serai synthétique parce que c'est un sujet où on pourrait passer la journée. Et je vais l'aborder au travers de 3 types de populations qu'il y a dans le sol, entre autres les vers de terre, les champignons et les bactéries. Pour vous donner un ordre de grandeur, la présence de vers de terre dans les sols, on estime leur population à peu près à 500 kg à 5 tonnes hectares, avec une moyenne autour de 3 tonnes et demie. Ces vers de terre ont un rôle agronomique dans la fissuration qu'ils auront par le sol, la porosité qu'ils vont créer, le recyclage des matières organiques, la structuration du sol et indirectement la mise à disposition pour les plantes d'éléments nutritifs puisque par leur déjection, ils vont favoriser l'acidité et donc la biodisponibilité des éléments nutritifs. Après, alors la notion de traitement pesticide va être abordée avec des données chiffrées caractérisées par l'IFT. L'IFT, c'est l'indice de fréquence de traitement. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de données, on considère que quand on traite une fois avec un pesticide à la dose préconisée, ça compte pour 1 point. Si ce même pesticide est utilisé à mi-dose, ça compte pour 0,5. Bien. L'IFT moyenne en France est autour de 4,8, c'est-à-dire que 1 hectare reçoit pas tout à fait 5 traitements à dose homologuée. Ce chiffre est très variable puisque en céréales, en rotation céréalière, il va aller de 1,5 pour du tournesol jusqu'à 6,5 pour du colza. En monde viticole, on va être autour de 13, donc 13 traitements, en sachant que c'est une moyenne. Donc il y en a qui sont à 0, les systèmes en bio sont à 0, et d'autres vont être beaucoup plus pour donner cette moyenne. Alors, pour vous donner une idée, avec un IFT de 4,8, qui est une moyenne française, la survie des populations de lombriques va aller de 5% pour les vers de surface à 30% pour les vers qui sont en dessous. Donc vous avez bien compris, 30% de vers de terre en moins, ce sont tout le potentiel agronomique qui est permis par ce ver de terre, qui est donc en moins également. J'y reviendrai. Parlons un petit peu des bactéries. Les bactéries, tout petits organismes qui à eux tous représentent à peu près un poids de 600 à 900 kg à l'hectare en bactéries. Ça fait du monde. Ces bactéries ont divers rôles, entre autres le recyclage des matières organiques, la minéralisation, la mise à disposition des plantes des éléments nutritifs et ils jouent un rôle également dans l'humification. Quel est l'impact des traitements phytosanitaires sur les bactéries ? Eh bien, ça va occasionner une diminution des populations de bactéries, mais aussi une sélection. C'est-à-dire qu'on va voir se développer une activité microbienne qui va s'adapter aux molécules pesticides qui vont être utilisées. Et cette adaptation va se traduire par, des fois, une augmentation de certaines populations parce qu'elles vont profiter de ces molécules pesticides et s'en nourrir. En particulier, un certain nombre de molécules contiennent de l'azote. Cet azote est nécessaire à la vie des bactéries. Et donc, il va y avoir une stimulation de l'activité microbienne par certaines molécules pesticides. Et ça va se traduire par une biodégradation de ces pesticides. Je ne vais pas dire s'il y a des avantages et inconvénients, mais les 2 effets, c'est qu'une diminution du potentiel polluant de ces pesticides, mais également une diminution de la durée d'action de ces pesticides, ce qui obligera donc à revenir plus souvent pour traiter, pour avoir un effet équivalent. Donc c'est à la fois une diminution, mais aussi une sélection. Enfin, les champignons. Alors ce qu'on appelle champignon va intervenir sous la forme de filaments mycéliens. Ça représente à peu près 1,5 tonne
à l'hectare, 1,5 tonne sous la forme de filaments qui sont minuscules. Pour vous donner une idée, sur 10 cm3 de terre agricole, il y a à peu près 1 km de filaments mycéliens. Alors ces filaments mycéliens, ils auront au moins deux rôles. Un rôle pour emmailloter la structure du sol et contribuer à sa stabilité. Et un autre rôle, c'est que les champignons sont des humificateurs, donc contribuent à la réalisation d'humus important pour la fertilité. En dernier lieu, les champignons peuvent aussi avoir un rôle symbiotique avec les racines sous la forme de mycorhizes, et on peut chiffrer, on peut mesurer le taux de mycorhisation des cultures en sachant que ces mycorhizes vont contribuer à l'alimentation minérale des plantes, mais aussi à la protection par rapport à d'éventuels problèmes parasitaires. Ça veut dire, la synthèse de ce que je viens de vous dire, c'est que l'utilisation des molécules pesticides vont impacter et diminuer l'activité microbienne. Je vous disais en premier lieu, les vers de terre. Alors les vers de terre font de la porosité. On me dira, bah oui, mais la porosité, on peut la créer autrement, par le travail du sol. Quelle est la différence entre la porosité créée par le travail du sol et celle créée par les vers de terre? La porosité, on peut la chiffrer, on peut la mesurer. Eh bien, sachez que la porosité créée par le matériel, la bourre par exemple, herçage, va être supérieure à celle faite par les vers de terre. Elle va être supérieure en quantité. Par contre, elle va être inférieure en qualité parce que la porosité créée par le vers de terre est une porosité interconnectée et qui permet une circulation plus rapide de l'eau, donc de l'air, donc du réchauffement. Et le réchauffement permettra le développement racinaire et le développement de toute l'activité microbienne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la vie en équation et on ne peut pas faire mécaniquement ce que la vie va faire biologiquement. J'imagine que je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant ça. Autre chose, c'est que les pesticides vont diminuer l'activité globale des bactéries et celle des champignons. Et celle des champignons, entre autres, je vous disais, qui auront un rôle sur la protection des cultures par la mycorhisation. Pour finir, un dernier exemple, parce qu'on l'évoquait avec Paul, avec Christophe tout à l'heure en aparté. Je terminerai là-dessus. La publication au début des années 80 de deux ouvrages par Francis Chaboussou. L'un qui s'appelait « Santé des cultures » et qui venait de l'INRA de Bordeaux, et dont l'objectif était d'étudier l'efficacité des molécules pesticides qui étaient sur le marché à l'époque. Et donc pour ce faire, on a fait des plates-bandes, des parcelles qu'on a comparées. On a inoculé la maladie ou le parasite pour voir son développement, lorsque le parasite s'était développé, la molécule toxique contre ce parasite ou cette maladie, pour voir l'efficacité des molécules utilisées. Bizarrement, ils se sont rendus compte que parfois, la maladie mise sur une culture ne se développait pas. Le parasite inoculé ne se développait pas non plus. Et la première question, c'était comment est-il possible qu'il y ait des phénomènes de résistance alors que la plante n'a pas d'anticorps? Autre chose, c'est que lorsqu'on traitait avec un fongicide, parce qu'il y avait maladie à champignons, on se rendait compte qu'effectivement le fongicide avait une efficacité intéressante et on comparait avec la bande qui n'avait pas été traitée. Curieusement, là où il y avait eu traitement fongicide, exemple contre le mildiou, on voyait se développer 4 semaines plus tard des pucerons qu'il n'y avait pas sur la parcelle qui n'avait pas eu le fongicide. Alors on intervenait contre le puceron avec un produit qui effectivement avait une efficacité contre les pucerons. Sauf qu'un mois plus tard, on intervenait contre l'oïdium. Bref, il y avait tout un réseau de problèmes qui se succédaient, qu'ils soient d'ordre maladie ou de parasites, qui nécessitaient à chaque fois d'intervenir avec des produits qui s'avéraient être réellement efficaces. La question qu'ils se sont posée, les chercheurs, c'est comment est-il possible qu'une maladie ne se contracte pas? Comment est-il possible que lorsqu'on met un parasite, parfois ce parasite ne se développe pas? Eh bien la réponse, elle n'était pas très compliquée. Lorsque la plante a un métabolisme actif, elle est moins attractive aux maladies et aux parasites. Alors c'est quoi le métabolisme actif pour une plante? C'est de la respiration, c'est de la transpiration, c'est la photosynthèse et c'est la protéosynthèse, c'est-à-dire l'aptitude qu'aura la plante de transformer l'azote absorbé en protéines, protéosynthèse. Or, cette protéosynthèse va se réaliser sous l'égide qu'aura la capacité du végétal à absorber
certains oligo-éléments qui sont notamment le cuivre, le soufre, le fer, le bore, le manganèse et le magnésium. Point commun de ces 6 oligo-éléments, ils sont tous absorbés par les plantes par cycle microbien. Ça veut dire que c'est l'activité microbienne du sol qui contribue à mettre à disposition des plantes ces éléments nutritifs. Ça veut dire que si la plante est perturbée dans l'assimilation de 1, 2, 3 de ces oligo-éléments-là, son métabolisme est perturbé et elle devient plus attractive aux maladies et aux parasites. Vous avez compris que lorsqu'on perturbe l'activité microbienne par le recours régulier à des pesticides, on perturbe également l'assimilation par les plantes de ces oligo-éléments-là. On les rend donc plus vulnérables, plus attractives, parce que c'est le mot exact, à d'autres problèmes de maladies ou de parasites. Conclusion simplement de tout ce qui vient de vous être dit, eh bien que le recours régulier aux pesticides diminue la fertilité des sols à moyen et long terme. Merci Jean-Pierre. Tout de suite, nous allons passer à l'expérience de Christophe Gatineau, donc ici présent. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu, même si je le sais déjà, comment tu es arrivé à la Terre et ton périple depuis là où tu as commencé donc en Saintonge, dans Charente-Maritime, jusque là où tu es aujourd'hui du côté de Limoges. D'accord. Je ne sais pas par quoi commencer en fait. Je viens d'une vieille famille de paysans. On a estimé à peu près qu'on est, qu'ils étaient en fait agriculteurs de père en fils depuis plus de 500 ans en fait. Et mon grand-père en fait m'a communiqué une chose essentielle en fait. Comme tout le monde, j'avais 2 grands-pères évidemment quoi. Un qui était un agriculteur conventionnel et un autre qui était plutôt classé comme un agriculteur type arriéré, c'est-à-dire qui cultivait la terre de manière traditionnelle. Et il m'a pas appris à cultiver, il m'a pas appris cultiver la terre, il m'a appris à la sensibilité en fait, hein. C'est-à-dire que l'agriculture avant tout, et on a beaucoup oublié ça aujourd'hui, en dehors de la technique, au-delà de la technique, c'est aussi une émotion, parce qu'on travaille avec le vivant. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai toujours eu 2 passions, c'était l'art et l'agriculture. Donc, j'ai fait des études agricoles. Et c'est ce qui me vaut aujourd'hui d'être devant vous, parce que j'ai une formation en protection des cultures. Et en la fin des années 70, les techniciens qu'on formait à la protection des cultures, on les formait surtout à la destruction de la biodiversité. Voilà. Et donc là, je rejoins en cela, c'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture cesse sa collaboration avec le vivant et on pense que tout le vivant est parasite et qu'il faut absolument le détruire. Donc on forme des cohortes de techniciens, je dirais de petits soldats. Alors, je vous parle d'une chose qui s'est déroulée il y a à peu près 40 ans, mais aujourd'hui, on enseigne toujours la même chose dans les lycées agricoles, c'est-à-dire on apprend la destruction de la biodiversité, c'est-à-dire que la biodiversité est néfaste au développement agricole, en fait. Et tout cela parce qu'en fait, on est dans un développement industriel de l'agriculture. Et je crois que c'est très important de prendre en considération que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est dans un détricotage du tissu rural. Et le nombre d'agriculteurs, évidemment, a diminué comme peau de chagrin. Et pour faire un petit aparté, chacun aura remarqué qu'on a coupé le lien entre l'agriculture et la ruralité parce que depuis 2012, le ministère de l'Agriculture s'appelle le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Et ça, c'est extrêmement important, en fin de compte, hein. C'est quand même le ministère des agriculteurs et de ceux qui exploitent les agriculteurs, en fait. Donc, je pense qu'un des nœuds aujourd'hui est là. C'est-à-dire qu'on parle d'un autre côté d'une agriculture vivante, d'une agroécologie, telle que le ministre peut le prononcer. Tu m'arrêtes si je dérape, hein, après je pars. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il faut
toujours recontextualiser les choses. On va juste s'arrêter sur ce mot agroécologie, en fait. Tout le monde en a plein la bouche aujourd'hui, alors qu'en fin de compte, on est dans un développement vraiment industriel de l'agriculture. J'ose rappeler que l'année dernière, la FNSEA, donc, qui est aujourd'hui représentée pas par un agriculteur, mais par un industriel, qui pèse quand même 7 milliards d'euros, propriétaire des huiles de Sieur, etc., etc. Donc, ils ont demandé quand même au ministre un moratoire par rapport aux normes environnementales. Et ce moratoire a été accepté. Et en plus, le gouvernement leur a accordé 3 milliards pour moderniser l'agriculture, c'est-à-dire l'industrialiser encore, c'est-à-dire supprimer encore des agriculteurs. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment la voie aujourd'hui, là. Et on retrouve cette idée du développement industriel. Il est mondial, c'est la mondialisation. Et donc c'est une agriculture qui n'est plus du tout, évidemment, une agriculture de proximité. Ça fait partie totalement de la propagande. Mais c'est vraiment une agriculture qui est au service, ce qu'on appelle vulgairement de la finance. Je crois qu'il fallait quand même oser supprimer tout le lien avec la ruralité ou avec l'alimentation et de coller dans ce même ministère quand même agriculture et agroalimentaire. Voilà, je crois que ça c'est important. Alors pour revenir à ma formation, donc ma formation initiale, j'ai jamais exercé en fait, évidemment, parce que déjà à la fin des années 70, c'était extrêmement choquant de la manière dont les pesticides étaient utilisés. C'est-à-dire que le sol était devenu, comment dire, il n'y avait plus du tout de notion de fertilité. J'essaie de vous prendre un exemple. En fin de compte, le sol, on le considérait un peu comme un sol lunaire. Voilà. Et donc, on devait apporter, on travaillait avec certaines diminutions, aussi restrictions des variétés, évidemment, pour faire pousser tout ça dans un sol qui est stérile, c'est-à-dire non vivant ou qui ne collabore plus avec le vivant. Mais au-delà de tout ça, et ça, je crois que c'est extrêmement important, on était aussi formés pour motiver les agriculteurs à acheter ces molécules chimiques, en fait. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, on demandait aux agriculteurs de couper leurs liens, de couper définitivement le cordon avec le sol. Ça, et ceux qui résistaient un petit peu, on les traitait d'arriérés, c'est-à-dire qu'ils allaient contre le progrès. Alors, je voudrais juste vous illustrer, parce que je crois que c'est à partir d'anecdotes comme ça, en fait, qu'on peut vraiment saisir ce qui s'est passé. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais sur une ferme en polyculture élevage, structure très, très classique, en fait, et on allait, à l'époque, livrer ce qu'on appelait livrer le grain à la coopérative, en fait. Alors, comment ça se passait, en fait, livrer le grain à la coopérative? Donc, on y allait avec le tracteur et la remorque, et souvent, il y avait des queues de 20, 30 tracteurs, et chacun se rentrait dans la coopérative, on versait le grain, le technicien prenait une mesure, et il pesait ce qu'on appelait le poids spécifique. Voilà, c'est-à-dire c'est le poids de 100 litres de grain, etc. Donc plus le chiffre était élevé, évidemment, plus le grain était de bonne qualité. Voilà. Et tous les agriculteurs étaient là, en fait. Et bien sûr, plus le poids spécifique était élevé, meilleur l'agriculteur, meilleur le grain était, mais surtout l'agriculteur savait travailler. Voilà, c'est cela. Et généralement, ceux qui n'employaient pas de pesticides, évidemment, le poids spécifique était un peu plus faible, mais surtout, ils avaient bien sûr des graines de mauvaises herbes, etc. Voilà. Et ils étaient stigmatisés, en fait. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Je me souviens de cette réflexion de mon père, en fait, qui, lui, voulait pas passer de pesticides au départ, peut-être par radinisme, en fait. Non, je crois qu'il faut être clair. Je dirais, un des freins, c'était de dire, bah oui, ça coûte quand même de l'argent, les pesticides. Voilà, bon. Et je me souviens par rapport à un voisin qui déjà avait passé son exploitation, il a géré sur ordinateur, etc. Donc il savait exactement ses doses d'azote, si ça là l'autre. Et il disait, il sait travailler, quoi. Voilà. Je crois que le développement des pesticides, c'est accompagner en même temps de nouvelles variétés, de nouvelles façons de travailler, mais surtout, je crois que ça c'est surtout très très important, les pesticides ont été intégrés dans la technique agricole. C'est-à-dire que c'est devenu un outil au service de l'agriculteur, en fait. Et aujourd'hui, je dirais que c'est... J'ai envie de conclure là-dessus, j'espère que je ne suis pas trop éparpillé. Je voudrais conclure là-dessus. Je pense que comme il y a 40 ans, comme il y a 70 ans, comme il y a 2000 ans, en fait, compte, les agriculteurs sont victimes, et
même si je suis vraiment contre les pesticides, hein, voilà, je pense qu'ils sont victimes de racisme social. Je crois que ça, c'est... Quand j'étais minot, en fait, je ressentais cela. Et on voit, moi je donne régulièrement des conférences autour de ce qu'on appelle les agricultures innovantes, permaculture, agroécologie, etc. Il y a toujours quelques excités dans la salle pour s'en prendre avec une haine absolument incroyable envers les agriculteurs. Jamais personne s'en prend, par exemple, aux multinationales, si, les médias, etc. Mais personne s'en prend à l'enseignement agricole. Parce que le problème, il est là. On a formé les agriculteurs de certaines techniques et aujourd'hui on les culpabilise d'utiliser, de mettre en place ces techniques. Voilà. Je crois que le BINS, il est toujours là, parce qu'on forme toujours les agriculteurs dans ce sens-là, en fait. On ne les forme pas du tout à une autre agriculture. Et je vais terminer une dernière, parce que j'ai parti sur un exemple, en fait. Je voulais vous citer par rapport à l'agroécologie, en fait. Hein. Alors, vous avez dû entendre, comme moi, que l'agroécologie, dans la voie de notre ancien président de la République, a dit dernièrement que l'agroécologie, évidemment, ça allait contre le progrès, contre la modernisation de l'agriculture. Et il a dit que c'était un truc de bobo, en fait. Hein. Bon, c'est son truc. En même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début février, son ministre de l'Éducation, son ancien ministre de l'Éducation nationale, donc c'est M. Châtel, a déclaré qu'on doit privilégier l'innovation avant la précaution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Faut qu'on aille en plein dedans. Et d'ailleurs, ils ont dit on doit être le pays des OGM. Je veux dire, c'est clair. Alors, par rapport à l'agroécologie, quand le ministre Le Foll parle d'agroécologie, il parle de cette agriculture aujourd'hui, peut-être d'une agriculture plus raisonnable au niveau des pesticides, mais il ne parle pas du tout de changement de technique, pas du tout de changement d'orientation des pratiques agricoles, etc. Quand Pierre Rabhi parle d'agroécologie, il parle vraiment d'une agriculture biologique, mais aussi il parle en même temps d'un projet global de société. Et quand on parle d'agroécologie, qu'on enseigne l'agroécologie à AgroParisTech, on parle vraiment de techniques agronomiques ou agrologiques, en fait. Donc, suivant l'usage du mot, on ne parle pas du tout de la même chose. Quand Le Foll parle d'agroécologie, quand moi je parle d'agroécologie, réellement, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle blanc et l'autre qui parle noir. Voilà. Moi, j'ai terminé. Juste 2 minutes, est-ce que tu peux rajouter 2 mots sur la pétition que tu as lancée ces dernières semaines? Juste, quel est le but de cette pétition? Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé une pétition en réaction à l'émission Cache Investigation, en fait. Alors, évidemment, par rapport à... J'étais extrêmement sensibilisé au problème des pesticides, mais je ne pensais pas qu'en fait, on était arrivé à ce point-là. En fait, je suivais ça de loin. Nous, on n'utilise pas de pesticides, en fait, au niveau, ce qu'on appelle en jardinage ou en agriculture vivrière. Nous, on pratique cette agriculture vivrière, cette agriculture traditionnelle, on ne l'utilise pas, ça ne sert vraiment à rien, le pesticide, sinon à tuer votre sol, en fait. Hein, bon. Et quand j'ai vu qu'aujourd'hui, on était quand même arrivé en moyenne à 1 kilo de pesticides par an et par habitant pour produire notre alimentation, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fin de compte, au-delà de cet usage des pesticides et dont tu as parlé éventuellement de cette biodégradation, parce qu'en fin de compte, la persistance des pesticides est un problème beaucoup plus assez complexe en fait et très très peu étudié hein, sur le fond en fait, hein, parce qu'on ne sait pas du tout comment ces molécules vont évoluer. C'est sûr qu'elles peuvent être biodégradées en fait, mais il y en a qui ne biodégradent pas du tout en fait, hein, et qu'on va retrouver notamment dans les nappes phréatiques, etc. Bon, ça, je dirais que c'est un problème, c'est encore un autre problème. Voilà. Mais tous ces progrès de l'agriculture aujourd'hui, quels sont leurs réels impacts sur la santé publique, sur la biodiversité, c'est-à-dire ces pesticides engendrent effectivement des problèmes écologiques et on a besoin aujourd'hui d'une information, c'est-à-dire que le problème des pesticides n'est plus un problème, à mon avis, agro-agricole, c'est un problème de société civile, c'est un problème de développement sociétal qui nous regarde tous en fait. Mais quelle information en fait? Qui délivre de l'information aujourd'hui?
Alors, l'information, elle nous arrive principalement des lobbies, en fait, qui sont extrêmement bien organisés. Hein. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais il y a deux choses qu'on ne peut pas leur reprocher. La première, c'est qu'ils respectent les lois. Donc peut-être que nos lois ne sont plus du tout adaptées, hein, c'est-à-dire qu'elles ont malgré tout très très peu évolué sur le plan environnemental. Et puis avoir accès à une information indépendante en fait, et mettre en place une autorité qui puisse délivrer une information indépendante de tous les lobbies. Quand je parle de tous les lobbies, c'est bien les lobbies liés aux pesticides, mais c'est aussi les lobbies prônés par cette agriculture, l'industrialisation de l'agriculture, mais aussi on retrouve aussi des lobbies parmi les écologistes en fait. Hein, voilà. Avoir un avis sur lequel nous, on puisse s'appuyer en fin de compte. Voilà. Merci Christophe. Bonjour, je m'appelle Moalamin, donc je vais me présenter d'abord. J'habite à Thiviers en Dordogne et je suis ce qu'on appelle un néo-rural. C'est-à-dire qu'avant, il y a 8 ans en arrière, j'habitais Paris, j'étais géomètre. J'en ai eu marre. Je suis parti, sac sur le dos, pour découvrir la campagne. Et c'est en 2009 que j'ai découvert la permaculture. Donc c'était dans des fermes biologiques que j'ai découvert ça. Le concept m'a parlé. Et je suis depuis devenu formateur en permaculture et conseiller en permaculture pour des néo-ruraux qui veulent tout simplement, enfin ça peut être des particuliers qui veulent habiter à la campagne, comme ça peut être des particuliers qui veulent devenir agriculteurs ou qui sont agriculteurs. Alors, étant moi-même permaculteur, cela ne veut pas dire que je suis agriculteur. Je ne suis pas agriculteur. Alors, la permaculture, qu'est-ce que c'est ? Vous avez sûrement entendu déjà ce terme à la radio, à la télé ou dans les petits magazines Rustica. Et la première idée qui vient à l'esprit, c'est celle du jardinage. Mais si on remonte aux origines de la permaculture, c'est-à-dire les fondateurs qui sont des Australiens, qui ont inventé ça dans les années 70, en fait, la permaculture, ce n'est pas du tout ça. Donc derrière ce qu'ont inventé les fondateurs, il y avait un projet de société. Ce qu'ils ont vécu dans leur vie, c'était, en fait, les deux fondateurs habitaient dans des villes où, dans leur enfance, ils arrivaient à vivre en harmonie avec leur environnement. Ça veut dire qu'ils avaient de la nourriture, ils avaient des ressources naturelles, et chaque personne de leur village était capable avait une certaine autonomie. Et petit à petit, au cours des années, ils se sont rendus compte que ce qu'apportait le soi-disant progrès amenait à la perte de ressources biologiques, à la perte de savoir-faire, etc. Et donc ils se sont dit, problème, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Qu'est-ce que je peux apporter à la société pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre ? Et c'est là où ils se sont dit, comme il y a de plus en plus de personnes qui gagnent la ville et donc qui perdent des savoir-faire liés à la campagne, et donc en fait à l'autonomie humaine, ils se sont dit on va apporter à ces gens, à ces citadins, une méthode qui va leur permettre de mettre de l'intelligence s'ils souhaitent regagner la campagne. Donc la permaculture, c'est une méthode d'aménagement d'environnement dans lesquels nous, les êtres humains, on essaye de vivre et d'avoir à notre disposition tout ce dont on a besoin pour vivre. Donc les objectifs de la permaculture, ce sont des objectifs intelligents, c'est-à-dire on fait des choses pour avoir une production, on fait des choses qui soient écologiques, c'est-à-dire pas de pollution, on fait des choses qui puissent être transmissibles à nos enfants, c'est-à-dire on ne va pas leur mettre un boulet au pied, ce qui est un petit peu le cas en fait de tous les systèmes, enfin pas tous les systèmes, mais d'une certaine agriculture majoritaire, c'est-à-dire l'agriculture industrielle. On lègue des fermes qui ne sont pas viables. Et voilà. Et donc la permaculture parle en premier lieu à des citadins, parce que les citadins, étant déracinés, c'est-à-dire n'ayant pas reçu de connaissances liées à la campagne, un jour se disent « ma vie manque de sens, j'en ai marre du béton, j'en ai marre du bitume, j'ai envie de retrouver des feuilles vertes, j'ai envie de retrouver de la pelouse, mais je ne sais rien faire. »
Et donc, en découvrant la permaculture, là, ils voient quelque chose qui va pouvoir les aider. La permaculture parle beaucoup moins aux agriculteurs. Eux sont issus du terroir, ils ont reçu de leurs parents, de leurs grands-parents, tout un tas de connaissances qui leur permet de vivre sur leur ferme. Donc la permaculture leur apparaît comme un truc, un petit peu comme disait Sarkozy, comme un truc de bobo, quoi. Voilà. Cependant, permaculture, que ce soit pour les citadins, enfin les néo-ruraux, ou que ce soit pour les gars du terroir, les paysans, c'est un outil bigrement utile. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation sur la permaculture. Ce que je fais dans la vie aujourd'hui, maintenant, donc j'ai monté un jardin partagé de la même manière que Benjamin a monté le jardin dans la commune ici. Je suis donc formateur en permaculture et je suis également conseiller en permaculture. Ça veut dire que j'aide des gens et des fermiers à améliorer leurs pratiques, à redesigner leur ferme. Ça veut dire que quand ils ont une ferme qui ne fonctionne pas, qu'il y a des problèmes, moi je leur apporte de la matière grise pour qu'ils puissent résoudre les problèmes. Et puis je suis également animateur d'un réseau de maraîchers au sein de l'association Maraîchage Sol Vivant, dont les objectifs sont de développer des itinéraires techniques qui permettent de cultiver sans travail du sol et sans produits chimiques, et d'autres itinéraires techniques qui permettent de remettre en vie des sols. Voilà. Un exemple, le président de l'association, qui est maraîcher dans l'Eure, a récupéré des terres de son voisin qui était en conventionnel. Donc c'était des terres à céréales, dans lesquelles il y avait très très peu de vers de terre. Il y avait, au niveau biologique, c'était très limite. Et en 5 ans, il a développé, donc il a fait des expériences sur plusieurs itinéraires techniques, il a perfectionné la technique en fait. Et maintenant, il arrive à avoir une remise en vie des sols sur une seule année. Voilà. Avec apport de matière organique, ça peut être du BRF principalement, apport de compost, ensemencement de vie, donc ça peut être en jus de compost, ça peut être avec des micro-organismes efficaces, ça peut être avec des choses dans ce genre-là. Et surtout, culture d'engrais verts. Voilà, ce qui ramène la vie, c'est le végétal. Voilà. Merci.